propose de disserter, vous avez 2 heures pour cela, sur ce sujet. Le business model est mort, vive le modèle de business. C'était juste pour vous attirer ici dans une souricière, ça a marché à peu près, d'accord. Donc je vais essayer de vous garder, de ne pas vous faire fuir. J'en suis quasiment persuadé. J'en suis persuadé pour cette simple raison, c'est que oui, aujourd'hui les entreprises doivent changer de modèle. Et parce que c'est les consommateurs qui nous le demandent. J'accompagne des entreprises avec une boule au ventre à chaque fois. Une boule au ventre parce que j'imagine que c'est comme vous, quand on voit un créateur d'entreprise arriver et qui nous délivre son idée, qu'il a le courage de le faire, qu'il a l'ambition de porter ce projet, je me dis toujours, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et puis en 2008, quand j'avais repris mes études, en 2007, on m'avait dit d'aller voir un gars aux États-Unis. J'ai été le voir, il s'appelle Simon Sinek. Et puis il avait fait un an après une vidéo qui s'appelle les Golden Circles. Et quand vous discutez avec ce gars-là, vous apercevez que, votre marketing, mon marketing que j'avais appris auparavant et que j'exerçais au quotidien dans la distribution, c'était celui de Pépé et Mémé, d'accord? Et que finalement, il y avait peut-être autre chose au marketing qui est l'art de construire une marque. Peut-être il y avait une autre fonction au marketing qui était de donner un cap, donner une vision. Le marketing, c'est l'art de créer des marques authentiques, des marques vraies. Et c'est votre métier. On n'est pas là pour accompagner à la création d'entreprises qui vont disparaître, on est là pour créer des marques qui vont rester et qui vont marquer le consommateur. Une marque aujourd'hui, et on dit souvent que défendre des intérêts, c'est se déchirer, mais défendre une cause, c'est se transcender. À chaque fois que je vois un créateur d'entreprise, comme Gwenaël, qui crée une entreprise sur le tourisme et les terroirs, eh ben on va chercher au plus profond de lui-même, non pas juste en restant en surface des compétences et de ses expériences, mais quelle est sa motivation à créer une entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement d'aider à révéler des visions et des missions d'entreprise. Et je pense que notre métier d'accompagnant, il est là. Parce qu'une vision et une mission d'entreprise, elle est basée sur un ADN, sur des valeurs, sur une histoire, sur une famille, et elle est basée sur des compétences fortes qu'on a développées tout au long de sa vie et qu'on va continuer à développer. Et là, vous faites une vision et une mission qui sont uniques. Plus un entrepreneur est axé sur sa vision et a une mission qui en découle, moins il est copiable. Et ensuite, on va utiliser la techno et des stratégies marketing et des modèles économiques pour rester en lien avec sa vision et aussi pour être un peu coquin vis-à-vis du consommateur. Parce que le consommateur, c'est un grand coquin, on est d'accord. D'ailleurs, on est des accompagnants et on râle après le consommateur quand il ne répond pas à nos stimuli, finalement aux stratégies qu'on met en place, d'accord? Et en même temps, en tant que consommateur, dès qu'on peut gagner quelque chose par rapport à une marque ou une entreprise, on le fait. Donc c'est toujours ce paradoxe. On doit permettre à un entrepreneur finalement de changer de modèle, non pas d'être sur un business model, mais sur un modèle de business. Quand vous achetez un produit, quand vous louez un service, vous demandez à cette entreprise d'être engagée automatiquement. Vous demandez à ce qu'il y ait des valeurs, à ce qu'on ressorte quelque chose. Parce que si cette entreprise ne le fait pas, son concurrent le fera. Et quand une entreprise vend juste un produit, si une entreprise à côté vient en disant « moi j'ai des valeurs et je les défends », comme Patagonia en ce moment, bah Patagonia, grâce à Trump, ils ont gagné, je crois, 10 millions de dollars ou 30 millions de dollars finalement de fiscalité en moins, mais ils ont décidé juste de le réinvestir dans des fonds spéciaux, parce que c'est aligné avec leur vision, avec leur mission d'entreprise. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se permettre de faire des publicités avec des nouveaux anoraks Patagonia en disant « surtout l'achetez pas, faites réparer l'ancien, il est garanti à vie chez nous ». D'accord? Et ils n'ont jamais vendu, bien sûr, autant de nouveaux. Donc voilà c'est quoi notre défi? Notre défi, c'est pas juste d'aider des gens à créer des entreprises, et on peut le faire à tout niveau. La plus belle boîte que j'ai accompagnée, c'est une boutique de vélo. Et la deuxième, à égalité, c'est une baraque à frites. C'est pas les grosses startups qui ont levé 8, 9, 10 millions. On a eu la chance de faire partie de ces parcours-là, d'accord? Non, c'est une baraque à frites, qui a fait des frites comme le faisait sa grand-mère. Et qui a fait des frites avec une patate d'agriculture raisonnée du plateau d'Ardèche. Ben, tout ça, on l'a mis dans sa vision et dans sa mission, qui était finalement d'apporter une bonne alimentation, malgré l'image qu'elle pouvait avoir. Une mission, un objectif, une cause à défendre. Mon métier aujourd'hui, j'en ai deux. J'accompagne des entreprises, parce que finalement, je veux permettre à chacun d'être libre dans sa vie. Être libre dans sa vie, c'est être entrepreneur de sa vie, d'accord? C'est ma vision. Est-ce que tout le monde pourrait être libre de sa vie? Et ma mission, c'est leur permettre de développer des compétences. Un entrepreneur, il a la volonté. Il faut avoir des capacités à le faire.
déjà humaine, financière, et puis marketing et commercial. Donc mon métier, c'est ces capacités. Et comme je m'aperçois que bien souvent, un créateur d'entreprise en moyenne d'âge, il a 45 ans, quelquefois c'est un peu tard pour changer, ben maintenant on fait des programmes dans les collèges et dans les lycées pour les prendre dès le nid, d'accord, et pour les stimuler. Voilà, ça c'était autre chose. Donc aujourd'hui, c'était un préalable, mais un préalable important pour vous dire que à la prochaine fois que vous aurez un entrepreneur face à vous, demandez-vous comment il peut faire un modèle de business et non pas juste un business de modèle. On va voir le business model derrière. On va voir qu'aujourd'hui, si auparavant on avait juste un business model, j'assemble, je fabrique, tout ce que je produis un service et puis ensuite je le vends, aujourd'hui il y a 10 manières différentes. Bonjour Bénédicte, ça me fait plaisir de te revoir. Quel bonheur. Et il y a 10 manières différentes finalement de faire du chiffre. Parce qu'on est là pour ça. On est là, nous les accompagnants, pour réussir un entrepreneur à atteindre son pari, c'est celui de faire du chiffre d'affaires, d'accord? Et puis le miracle du chiffre d'affaires qui recommence comme ça tous les mois. Ça, c'est une petite enquête, un petit article de l'ADN de septembre 2018 qui dit quoi? Qui dit que les Français veulent des marques engagées. Mais des marques qui ont du sens. Ils ne veulent pas juste des marques engagées sur de l'éthique, sur de la RSE. Non, ils veulent également des marques engagées et des marques qui ont du sens en donnant une expérience client. J'ai plus du tout envie d'acheter un produit. Je veux vivre quelque chose quand je l'achète. Je veux vivre quelque chose quand je le goûte. Je veux que tu me provoques quelque chose. Je veux que tu incites quelque chose ou que tu développes ou que tu révèles quelque chose en moi. D'accord? Vous savez, la baraque à frites, quand on l'a ouverte, pour réussir l'ouverture, alors qu'il y avait un McDo à 500 mètres de là, ben on a fait ce qu'on appelle un pay what you want. C'est-à-dire que les gens sont venus, on a dit on est tellement sûr des qualités de frites des qualités de la frite de Nathalie, qu'il est fait comme sa grand-mère et parce qu'elle est ch'ti, que le premier jour, venez, vous payez ce que vous voulez. Un cornet de frites, c'est 60 centimes, les gens mettaient en moyenne 2 euros sur la table pour avoir leur cornet de frites. Donc un pay what you want, c'est aussi un business model. Alors un business model, c'est le business model d'une cafétéria aux États-Unis, d'accord, réel, hein, qui se développe, notamment qui s'est développé en Californie. Nous, on utilise ça aussi comme un outil marketing. Un outil marketing pour faire goûter, pour faire connaître. Et là, le client veut de l'expérience. Et ensuite, derrière, il va voir l'éthique de Nathalie. Il va voir également ce qu'elle fait pour la planète avec son agriculture raisonnée et puis l'utilité économique du produit. J'ai faim, j'ai soif, j'ai un snack roulant qui est sur le trottoir et je m'y adresse directement. Un modèle, c'est que si vous faites un produit, vous devez faire un service. Si vous faites un service, vous devez faire un produit. La preuve, je suis un simple consultant. Et c'est tellement compliqué dans ma tête, d'accord? C'est très compliqué dans ma tête, je vous invite pas à y rentrer, d'accord? Parce que quand vous accompagnez des entreprises, vous vous dites, mais attendez, pourquoi vous ne accompagnerez pas comme des start-up? Une start-up, elle part de compétences fortes d'une filière, elle veut développer ou utiliser des technologies, elle veut cibler des clients ou des segments de clients en forte progression, elle utilise des stratégies marketing très originales et elle surfe sur des tendances sociétales. Et souvent en mixant de modèles économiques. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Visionary? On a fait un disque avec 15 segments, 15, finalement, vous décidez qui vous êtes au milieu comme activité, puis ensuite on a mis 15 technologies, puis ensuite on a mis 15 types de clients, 15 outils marketing, 15 tendances sociétales, 15 modèles économiques. Et on a développé ça, bien sûr, avec les chargés d'affaires des CCI, parce que c'est eux qui ont l'apprentissage. C'est vous, même dans les chambres de métiers et dans les CCI, qui avez cette information brute. Et cette grosse capacité, cette grosse expérience, il n'y a personne d'autre. Quand on fait des formations sur CCI, comme à Avignon récemment, on a 10 accompagnants autour de la table qui accompagnent jusqu'à 2000 entreprises par an. Il n'y a personne d'autre en France qui a ce volume d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on en fait? On en reparlera. Donc voilà, produit, service, concept. Je continue, on est en train de changer d'air complètement. Avant, une entreprise permettait de dupliquer un modèle d'affaires. C'était fait pour ça. En aucun cas, une entreprise, elle était là pour innover. Mais pourquoi innover? Quand je vendais de la vaisselle, le mot innovation n'existait pas. Mais il était dans notre ADN. Pourquoi? Parce que mon métier, ma mission, c'était de servir le client. Vous savez que j'ai compris à 40 ans que mon verbe de vie, c'est servir les autres. Mais je servais les autres également quand je vendais dans la grande distribution. Vous dites, mais ça y est, il est marteau, il a fumé. Non, pas encore, hein, pas encore. À midi, je ferai ça, d'accord? Mais non, je servais les autres. Et bien vous, c'est pareil, c'est-à-dire,
on servait les autres, il n'y avait pas marqué innovation, d'accord? Et les entreprises, elles étaient faites pour dupliquer quelque chose qu'elles avaient mis beaucoup de temps à fabriquer, d'accord? Et à lancer. Aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. On change d'air complètement. Uber vient d'installer ses trottinettes à Paris. Qui aurait dit il y a 2 ans qu'on aurait une pianiste qui peut-être ne rejouera plus parce qu'elle s'est fait renverser par une trottinette tellement qu'il y en a sur les trottoirs de Paris? Qui aurait dit qu'en l'espace d'une semaine, il y a une trottinette qui passe devant vous toutes les 2 minutes à Marseille? Toutes les 2 minutes. Souvent, on pense au succès d'une start-up en disant si vous arrivez à avoir ce produit une fois par jour. Je vous laisse imaginer par rapport au modèle des trottinettes, d'accord? Nous ne sommes plus du tout à l'abri quand on accompagne des clients dans leur modèle économique, mais dans nos modèles économiques d'accompagnants. L'accompagnant virtuel est arrivé. L'accompagnant virtuel est arrivé. Et aujourd'hui, il est certainement en capacité d'accompagner aussi bien que nous certains entrepreneurs. Qui n'a jamais raté un accompagnement me jette son premier stylo. D'accord? On a raté des accompagnements. Un ordinateur, demain, peut-être qu'il le ratera pas. Alors, ce sera beaucoup plus binaire, hein. Ce sera peut-être go, no go, 0, 1, noir, blanc, d'accord? Et puis après, si vous rajoutez un peu d'humain là-dessus, là, on aura du ressenti, etc. Mais demain, l'ordinateur, il est en capacité de supprimer la moitié des postes d'accompagnant en France, comme ils le font chez Randstad en ce moment. Auparavant, chez Randstad, une assistante vous recevait, ou un assistant, et vous demandait qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie, etc. Et puis ensuite, vous calibrez. Aujourd'hui, c'est un ordinateur qui fait ça. Il vous pose des questions, il discute avec vous comme si c'était une personne, et puis ensuite, il vous oriente. Voilà, ils ont supprimé instantanément la moitié des postes. Maintenant, ils sont intelligents chez Randstad, ils ont formé leur personnel pour faire autre chose et développer leurs compétences. Alors aujourd'hui, c'est moins simple de durer et de dupliquer. Pourquoi? Parce que les ressources humaines et les partenaires sont centrales, et c'est les plus difficiles à tenir. Aujourd'hui, on développe des programmes d'intrapreneurs. On a fait ça chez Transdev, on fait ça chez EDF, on fait ça chez Invivo, etc. Pourquoi? Parce que les grands groupes n'arrivent plus à attirer des talents. D'accord? Ils n'arrivent plus à attirer ces talents. Et pourquoi? Parce que les talents, les ingénieurs, les écoles de commerce, etc., ils rêvent juste ensuite à capuche. Et de l'incubateur à start-up qui est à côté. Le grand groupe flan-flan, plan-plan, dans lequel on va attendre 10 ans pour monter, non, ils n'en veulent plus de tout ça. Ils n'en veulent plus. De toute façon, durée moyenne d'un ingénieur aujourd'hui dans une grande entreprise, 2 ans. Donc je ne vois pas pourquoi je m'installerais. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait des espaces de coworking avec moins de place que de salariés. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas rester. C'est dur, hein? C'est ça la réalité. Vitesse et intensité de la concurrence existante et à venir. Si vous y pensez, si un Français y pense, 5 Américains l'ont fait. Il suffit de les trouver. C'est un peu insultant pour nous. Ils sont quasiment 5 fois plus nombreux, c'est peut-être pour ça qu'on le dit. D'accord? Impératif de l'innovation et de la différence, mais que s'est-il passé? Eh bien voilà ce qui s'est passé, c'est que le consommateur a pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir. Nous avons le pouvoir, et que ce soit un consommateur B2B ou un consommateur B2C. C'est l'hyper-choix. C'est l'hyper-choix qui fait que, grâce à nos outils, ce qu'on appelle le Hatawad, et déjà depuis un moment, on peut acheter n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe quel outil, d'accord? Et ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que si on ne peut pas acheter vos produits n'importe quand, par n'importe quel outil, vous êtes automatiquement en difficulté par rapport à votre concurrent. Ça veut dire que le petit business model qu'on avait prévu avec son accompagnant, et moi le premier, derrière un papier en remplissant des cases, je vous garantis qu'aujourd'hui, il faut peut-être pousser la machine pour se dire qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux le challenger d'une manière différente? Comment je peux inciter ce porteur de projet qui a tout, qui a des moyens, qui a des compétences, qui a de l'engagement, comment je peux faire pour qu'il réussisse son pari? Lui doit changer de modèle, mais vous devez changer de modèle aussi en l'accompagnant. Mais que veulent les consommateurs? Je dirais surtout que veulent les femmes, puisque 60 à 70% des achats mondiaux sont dirigés par les femmes. Et oui, messieurs, et c'est pas fini. C'est pas fini. Il veut de la facilité, mais il veut également de l'immédiateté dans la durée, tout de suite. De la récompense, même s'il est infidèle. Il veut une garantie, même sans payer. Il veut de l'assurance sans s'engager, de l'engagement avec du prix, de la transparence, mais surtout pour les autres. Il veut co-créer avec un effet waouh. Il veut de la liberté, mais avec un contrat. Donc il veut tout et son contraire. C'est normal, il a l'hyper-choix. Il va toujours trouver quelqu'un de moins cher que vous. Mon patron, il y a 30 ans de ça, me disait « Pierre », quand je lui disais « on est trop cher, on est trop cher, on est trop cher », et il me disait « Pierre, il y aura toujours moins cher que vous ». Et je me disais « c'est facile de dire ça quand même, d'accord ?»
Et maintenant, je dis ça certainement à son âge quand il me le disait, d'accord? Mais j'ai compris pourquoi. J'ai compris que finalement, le prix, c'était pas tout. Voilà, le client a toujours raison. Ou presque, on est d'accord? Le client a toujours raison. Et attention, je dis pas que c'est le client qui exige que ce soit des enfants au Bangladesh qui fabriquent des robes et des pantalons et des chemises. C'est ensuite le client, bien entendu, qui a raison, mais le client, il ne vous pardonnera jamais de faire fabriquer vos chemises dans un immeuble qui s'écroule. Regardez ce qui s'est passé avec Pimki. Regardez ce qui s'est passé avec Camailleux et avec Auchan. D'accord? Donc aujourd'hui, le client a toujours raison, mais nous, on a une responsabilité en tant qu'accompagnant, c'est d'aider des entreprises à créer des marques qui soient vertueuses. Et donc, de passer du business model au modèle de business. Si je continue, si ma télécommande veut bien continuer, votre obsession, il ne faut pas lui laisser le choix. Et être le meilleur pour lui en permanence. Il a l'hyper-choix, mais finalement, par rapport à un produit donné ou par rapport à un accompagnant donné, vous savez là, hein, je pense en permanence aux porteurs de projets, aux créateurs que vous accompagnez, mais mettez-vous en tant que propre modèle économique. Faites comme si toute cette présentation elle était faite juste pour vous. Juste pour que vous puissiez trouver un autre modèle économique à votre business. Donc, je continue. On a deux outils pour cela. On en a parlé, une entreprise et une marque. Une entreprise plateforme et une marque vertueuse. Une entreprise plateforme, qu'est-ce que c'est? Une entreprise plateforme invente son propre modèle. De toute façon, il y a trois grandes fonctions. J'imagine, je produis, je fabrique, je conçois, j'assemble des produits. Je vends, je distribue, je communique et puis je connecte. D'accord? Et quand je continue, c'est que peut faire votre client dans ce parcours-là? Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des clients qui prennent le contrôle sur votre plateforme. Ils fabriquent leur objet design, ils fabriquent leur t-shirt. Ils sont directement créateurs de la solution et vous font gagner de l'argent. Quand vous permettez, vous, ou comme nous sur des plateformes en ligne en ce moment, à un créateur d'entreprise de répondre à des questions en ligne et de faire le boulot à votre place, ben vous avez gagné 1, 2, 3 entretiens d'accompagnement. Est-ce que vous avez une plateforme pour faire cela? Est-ce que vous avez mis en place un Google Drive? Juste avec des questions, pour qu'il prémâche le travail, en lui posant les questions qui sont difficiles. Avec Ludovic Charbonnel, qui était dans cette salle il y a 2 ans, ici au même endroit, il présentait la plateforme Challenge Me. Une plateforme qui permet à un créateur d'entreprise, enfin qui permet, c'était la fonction originelle, c'était un manager d'un groupe, d'accord, à qui on posait une question et qui se faisait challenger par son équipe. C'était Challenge Me, d'accord. Nous, on a, finalement, on a transformé cet outil Challenge Me en outil entrepreneurial en disant, on vous pose 4 questions. La première, Innoveum Narbonne commence son programme entrepreneurial là-dessus aujourd'hui même. La première, c'est quoi? On vous pose une question, c'est quoi votre portrait robot client? C'est quoi votre persona marketing? On donne 4 explications, 4 objectifs, une petite vidéo pour expliquer ce que c'est un portrait robot, et on laisse 1 semaine au porteur de projet. Qu'est-ce qu'on voit là tout de suite? On voit immédiatement avec le digital, que c'est lui qui fait le boulot, c'est pas nous. Nous, pendant ce temps-là, on peut aller chercher des informations sur son domaine d'activité, mais sans travailler directement sur son projet. On doit rester neutre. Mais on complète notre information. On devient, entre guillemets, expert, pendant que lui, il bosse. C'est ça le numérique, hein. Le numérique, imaginez, produire, vendre, distribuer, connecter. Lui, il commence à bosser parce que c'est lui qui renseigne la plateforme. En 2e semaine, il va travailler sur les partenaires. En 3e semaine, sur l'expérience client. En 4e semaine, son pitch, qui va lui permettre de participer à un 48 heures. Finalement, il va arriver à un concours entrepreneurial, il sera prêt, et on aura posé toutes les questions au chaudes. Vous savez, toutes les questions qui sont pénibles. Est-ce que vous avez vu votre concurrent? Est-ce que vous avez fait un portrait client? Est-ce que vous avez fait... c'est lui qui fait le boulot. Et en plus, il est absolument ravi et il vous remercie. Auparavant, il vous aurait payé, ou en tout cas, vous auriez passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec lui. Là, vous avez juste à aller récolter ses réponses. Le soir, quand vous ouvrez votre plateforme, vous regardez les porteurs de projets qui sont les plus motivés. Celui à qui vous avez posé une question le lundi matin à 8 heures, à 10 heures, certains ont répondu. Là, vous savez qu'il y a de la niaque. Hein. Quand l'autre, il attend le dimanche soir à 23 heures pour répondre, vous savez où porter vos efforts. C'est pas vrai. Souvent, on est d'accord, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, c'est quelquefois les clients les plus embêtants qui nous pompent le plus de temps alors qu'ils ont le moins de potentiel. C'est un outil, c'est un... je vois des sourcils, mais c'est ça, c'est ça. Souvent, c'est ceux qui crient le plus en plus, hein, ou ceux qui ont certaines relations pour nous embêter. On l'a vécu récemment.
Bon, en tout cas, que peut faire votre client? Vendre, distribuer? Ben oui, le client, il vend pour vous. Ça s'appelle de la VDI, ça s'appelle, voilà, on peut designer, co-créer, personnaliser, répondre. VDI, ambassadeur, il peut livrer pour vous. Dans une start-up et dans le pré à Nantes, il y a un petit tout qui s'appelle Johan Rico, qui a inventé Shopopop. Et il permet à un consommateur de livrer les courses que l'autre voisin consommateur a commandées dans la journée. Et il les livre. Et ils ont levé 2,5 millions. Au bout de 4 ans, hein. Ils en ont bavé, hein. Mais ils ont trouvé leur modèle. Donc aujourd'hui, votre consommateur et le consommateur de votre client, il est prêt à bosser en contrepartie de quelque chose. Soit parce que votre marque est belle, soit parce qu'on est fier d'en faire partie. Parce que ça nous inspire. Vous savez, c'est le modèle du bénévolat du FIS. C'est le modèle des bénévoles de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous connaissez l'Ultra Trail du Mont Blanc? C'est la plus belle course du monde. N'est-ce pas, Vincent? Après la course, la petite course en VTT, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'accord? Mais l'Ultra Trail du Mont Blanc, les bénévoles se battent pour être bénévoles et avoir la chance de rester 48 heures à ne pas dormir à 3000 mètres d'altitude. Ils se battent parce que ça exprime quelque chose, parce que quand on fait partie de cette tribu, de cette communauté, on est fiers. Mais ils vendent pour vous. Ce sont vos ambassadeurs. Qu'est-ce que vous allez permettre à vos créateurs d'entreprise de faire avec leurs propres clients? Comment vos porteurs de projets peuvent se battre pour vous? Prescripteur, facilitateur, vous intégrez le client et vos partenaires dans votre modèle. C'est imaginer un futur commun, agile, fédérateur et durable. Qui a intérêt au succès de votre client? Il doit faire partie de ces 3 domaines d'activité. Si c'est un partenaire, il peut l'aider à co-construire, à designer ses produits. Si c'est un distributeur, on peut faire une exclusivité avec lui. D'accord? Si c'est, je ne sais pas moi, une plateforme en ligne, etc., là aussi, on peut faire un accord particulier. Le monde de demain sera un monde de oui-oui. Le oui à une économie positive, engagée, durable, et le oui à une économie collaborative. Le oui anglais, vous voyez, oui-oui, d'accord? Donc vous voyez peut-être le oui-oui, on avait fait une conférence là-dessus dans un grand truc sérieux. Ça n'avait pas fait beaucoup rire d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des choses, la vie est faite d'échecs aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, pensez au oui-oui, comme ça on y est directement. Si je continue, la marque, donc on a vu l'entreprise, une entreprise plateforme, maintenant on passe à la marque. La marque c'est quoi? La marque, il y a des consultants qui font une fortune avec du growth hacking. Vous connaissez le growth hacking? Tout le monde a toujours... Le growth hacking, c'est comme le sexe au collège. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. D'accord? C'est à peu près ça. D'accord? Et il y a des consultants qui gagnent très très bien leur vie. Le growth hacking, moi j'appelle ça le growth marketing. Ben, ma boulangère, elle fait ça depuis très longtemps. Hein. Ma boulangère, elle vous attire en mettant une énorme poule en chocolat au moment de Pâques dans sa vitrine et en disant venez la gagner pour 1 euro. D'accord? Donc elle vous fait agir, elle vous fait acheter, elle vous fidélise. On n'a jamais inventé quelque chose d'aussi simple que le commerce. Et bien vous, la marque que vous devez permettre de créer, ou votre propre marque, elle doit permettre d'attirer dans son magasin et sur son site en même temps, ce qu'on appelle le phygital. D'agir, déclencher, intéresser, provoquer, passer à l'acte, consommer, commander, louer, intéresser, récompenser, valoriser. Donc en gros, comment je fais pour attirer des clients chez moi? Comment je fais pour qu'ils soient intéressés? Et en me laissant juste une marque d'intérêt. Est-ce que je le fais avec un livre blanc? Est-ce que je le fais avec un contenu? Est-ce que je le fais avec un numéro de tombola? Est-ce que je le fais avec quoi que ce soit? Et ensuite, comme ça, le client qui a déjà dit oui une fois, peut-être qu'il peut dire oui une deuxième fois, etc., etc. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les modèles économiques qui peuvent être attachés à ces phases. Donc comment finalement, avec quel modèle économique, d'accord, en plus du mien, j'ai un modèle extrêmement basique, je fabrique cette télécommande, d'accord. Comment je peux faire pour attirer des gens pour venir acheter cette télécommande et quel modèle économique associé je peux développer. Et on va le voir ensemble. Le premier, c'est attirer, agir. Il y en a 2, c'est le gratuit et le freemium, et le pay what you want. Vous attirez les gens dans votre tunnel de vente, dans votre entonnoir, dans votre souricière. Facile, hein? Le Bon Coin, des conférences, des expositions, des contenus. Et puis le freemium, c'est Dropbox, c'est Skype, c'est des ateliers créateurs. Vous savez, le freemium, ou le gratuit, c'est un boucher charcutier du côté de Moguio qui fait des ateliers pour apprendre à ses clients et clientes à faire de bons rôtis de bœuf. Et bien entendu, quand vous apprenez à faire un rôti, quand vous partez, vous partez pas avec un paquet de chips. Hein. Vous partez avec non pas un rôti de bœuf, mais le colis à 75 €.
C'est un monsieur du côté de la Lozère, du côté de Villefort, d'accord, qui lui, dans le gratuit, pour attirer un gars extraordinaire que tu connais, Guilhem, certain, parce que tous les entrepreneurs lozériens, c'est monsieur, moi par contre, tu vois, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc il est à Villefort. Ce gars-là, il reprend la boucherie-charcuterie de ses parents sur la route de la Haute-Loire, et puis il voit plein de camping-cars passer sur la N88. Et il dit à son beau-papa, il dit, beau-papa, on va peut-être faire une fosse à vidange là pour les camping-cars. 5 camping-cars qui s'arrêtaient par jour et qui venaient acheter à la boucherie-charcuterie. Aujourd'hui, il a racheté le camping municipal. Il est partenaire de la Fédération française de camping-cars. Et il tient c'est toute une épicerie haut de gamme pendant le salon de la Fédération française des camping-cars avec la femme du président de la Fédération française des camping-cars. Et il a une stratégie de growth hacking en attirant, en agissant, en achetant, en fidélisant. Et aujourd'hui, pour moi, le meilleur start-upper, c'est lui. Salel. Excellent, une merveille. On faisait un start-up collège à Villefort, tu sais qu'on l'a fait à Villefort, et puis il est venu coacher. Il est venu coacher de 8h à 17h en s'excusant de ne pas pouvoir à un moment devoir s'égarer, mais parce qu'à 4h du matin, il faisait de la saucisse. Ensuite, il est venu coacher les petits. Entre midi et 2, il tenait la caisse. Puis ensuite, il repartait, un passionné. C'est pas un start-upper, c'est un commerçant. Donc, voilà ce que l'on peut faire, c'est-à-dire, quelle est la place du gratuit dans le modèle économique de l'entrepreneur que vous accompagnez? Quelle est la place du gratuit dans vos accompagnements? Pour l'instant, elle est centrale. On va voir à l'inverse. Comment rajouter du payant ou du freemium? Venez chez moi. Venez, tout est gratuit. Et après, on les chope. C'est affreux ce que je dis, hein? C'est affreux, hein? On est d'accord? Vous venez d'où? C'est gentil, ça me tient. Vous savez, j'avais beaucoup de stress, hein? D'accord. Vous venez d'où? De quelle région? Du 06, d'accord. Belle région en plus, d'accord? Allez, je continue. L'objectif principal de cette phase, c'est avoir la communauté la plus large possible et la rendre active. C'est bien beau d'avoir une communauté, si on n'en fait rien, c'est nul. Ça coûte énormément d'argent à fédérer une communauté. À partir du moment où vous l'avez, vous la valorisez. Mais vous la valorisez pas qu'avec avec une volonté d'argent. Et c'est là où on en revient au passage du business model au modèle de business. Alors attention, je ne dis pas que tous les entrepreneurs doivent être engagés à mission. D'accord ? C'est même écrit dans la loi aujourd'hui. Vous pouvez même avoir un objet social d'entreprise à mission. Voilà, au départ, ça devait être un truc extraordinaire, on devait être le premier pays du monde, et puis comme d'habitude, la montagne est accouchée d'une souris, et on a un truc un peu ridicule, mais au moins on l'a. C'est le début de quelque chose. C'est que les entreprises et les marques seront ceux et celles qui changeront la société, qui changeront le monde. Je ne crois plus du tout aux politiques. En plus, comme il n'y en a pas ce matin, on peut en parler librement. D'accord ? Les politiques, s'ils pouvaient changer le monde, ça se serait. Par contre, les marques comme Patagonia ou d'autres, comme Nathalie et sa baraque à frites, ou comme Thomas, avec Sirpeo et sa boutique à vélo, qui est devenu leader du voyage à vélo en Europe, il est en capacité de changer les choses. Parce qu'il donne du boulot, parce qu'il fait travailler des partenaires, parce qu'il est engagé, parce qu'il respecte les gens. Comme Nathalie et comme Patagonia. C'est notre responsabilité. Hein. Acheter, consommer, commander, louer. Alors là, il y en a une ribambelle. On connaît tous le low cost. Est-ce qu'un client peut faire du low cost? Moi, je peux faire de l'accompagnement low cost. J'ai une plateforme en ligne aujourd'hui où les gens travaillent, d'accord? Et puis après, j'arrive et je donne des conseils au minima. Je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça, ça m'intéresse. Déjà, je pourrais pas, mais ça peut se faire. Et on peut parfaitement demain avoir un concurrent de l'accompagnement qui fait ça. Hein. Demain, on peut avoir certains experts comptables qui font de l'accompagnement low cost, ils ne sont pas capables de faire de l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Les experts comptables. Il y a des experts comptables dans la salle? C'est pour ça. J'avais vu les listes avant. Hein. Ouf, d'accord. Donc ne tweetez pas, s'il vous plaît. Je plaisante parce que je travaille avec l'ordre des experts comptables et on travaille à l'amélioration et comment on devient plus expert que rester comptable, d'accord? Mais demain, oui, ça fait partie de la panoplie des accompagnants d'un territoire. Donc, le low cost, l'abonnement, magique, quoi. Un client qui se lève un matin et qui vous dit « Oh, je m'abonne à vous ». Il se donne à vous comme ça, d'accord? C'est le Graal absolu, c'est ce qu'il faut viser. Parce que quand vous avez des abonnements, vous avez la valeur de votre entreprise immédiate. Et en tant que start-upper ou en tant que commerçant, avoir un abonnement et avoir des gens qui sont fidèles, vous savez combien vous allez faire de chiffre d'affaires d'année en année. C'est le modèle de l'expérience. Ils ont des abonnements, des lettres de mission, on ne peut quasiment pas en sortir. Puis on n'a même pas envie d'en sortir. C'est une obligation, on ne peut rien faire d'autre, donc on est marié.
Et on continue. C'est l'abonnement, c'est magique. Si je continue avec ma super télécommande, voilà. Le tarif, alors je mettais tarif parce que là, ça peut être des remises, hein, ça peut être tout ce que vous voulez, des soldes, etc. etc. S'il vous plaît, aidez surtout quelqu'un qui ouvre sa boutique à ne pas mettre une grande banderole solde dès qu'il a ouvert sa boutique. Style la parapharmacie à Lunel qui ouvre le 1er août l'année dernière et qui met solde. On met un acheté un gratuit, on met quelque chose comme ça, mais solde, qu'est-ce qu'il va faire quand ce sera les soldes? Il va vous payer pour acheter les produits, d'accord? La location, forfait. Location, je m'en souviens d'une séance de créativité avec Hervé et Eric-André Benoît, les patrons du FIS, où on travaille sur leur modèle, et puis on voit finalement qu'ils ont des concurrents, hein, c'est les skateparks en béton, qui sont de très bonne qualité, et eux, c'est des structures en bois et en acier. Et bien, à un moment, quand on est arrivé avec ce disque-là, je m'en souviens, on avait travaillé avec ce disque InnoRecord, là, qui est là, et on avait mis la pointe, c'était tombé au hasard sur location, et on s'était dit, ben, comment finalement on peut louer des skateparks? Ben, il suffit de reprendre les anciens, de les recycler, et de les louer à des collectivités qui n'ont pas les moyens de les acheter. Et vous créez, un nouveau modèle économique, deux, le marché de l'occasion des skateparks. Je ne sais pas si ça s'est fait depuis, hein, d'accord, parce qu'ensuite, on est passé à autre chose. Mais si on ne se pose pas la question, si on ne tente pas, on n'aura pas. Le troc et don, c'est très bon. Cirpeo a explosé ses ventes le jour où il a fait le troc. Il a fait le trocathlon, le troc Cirpeo, d'accord? Sauf que vous veniez, vous vendiez votre vélo et vous repartiez avec l'argent. Lui, c'était juste une passerelle. Il prenait rien. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand en face d'eux, ils ont des passionnés de vélo, des anciens cyclistes professionnels, qui quand ils vous vendent un vélo, ils vous vendent en plus le petit trajet qui va avec, ou la découverte, ou le circuit qui va avec, ben les gens automatiquement, ils restent aux professionnels et ils dépensent de l'argent. Cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, le modèle de business. Le business model, c'est pas du one-shot. Le modèle de business, c'est un cercle vertueux. Je continue le consommable, ben là aussi, le Graal absolu, c'est les imprimantes. D'accord? Alors on peut s'en sortir hein, avec des produits, je vois par exemple Innotech qui fait des cartouches, on va dire, universelles, mais c'est compliqué. Là aussi, c'est un sacré Graal. Et il faut donc tous viser vers le consommable. Et puis le yield management. Le yield management, je m'en souviens avoir accompagné, c'était un projet qui s'appelle Man with his van, mais à la française. C'est-à-dire on louait un van, mais avec un mec dedans. Alors mesdames, hein, ne soyez pas affolées tout de suite, hein, d'accord? Mais c'était pour déménager, c'était pour aider quelqu'un à déménager. On louait un véhicule et on louait un gars dedans. Et sauf qu'il avait fait le même tarif pour tous les jours. Donc je vous laisse imaginer à peu près quand est-ce qu'il était occupé. Il était occupé le soir de 5h à 8h, le samedi. À partir du moment où il a différencié ses tarifs, ben, il a explosé en termes de marge. Puis après, il a explosé tout court. Si vous voulez des échecs, demandez-moi, j'en ai plein l'appel. D'accord ? Objectif, faire accepter un prix et vendre. Donc, ok, vous avez juste un tarif, vous avez juste un modèle économique, un concept, produit, service, d'accord? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec le low cost? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le forfait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Là aussi, on se pose la question, on va plus loin. Je continue, fidéliser, prescrire, bah, cashback, consommable aussi, d'accord? C'est une forme de fidélité. De la fidélité, des cartes de fidélité et du troc. Le troc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec Cirpeo. Ben, quand vous vendez, vous remettez un chèque à votre client, vous lui donnez de l'argent. Vous imaginez, pour le client, il vient dans votre boutique et il repart avec un chèque. Mais il ne repart pas avec le chèque, il le dépense instantanément. Ou alors il en parle tellement autour de lui que le client il est sûr de faire 3 fois son chiffre. C'est un truc à utiliser. Donc voilà, attention, je ne peux pas vous dire... cas par cas ou par type de client, mais c'est à vous de vous poser la question aussi, d'accord, dans chacun de vos accompagnements. Objectif, conserver et valoriser son client et le rendre ambassadeur. À partir du moment où vous avez transformé un client en ambassadeur, vous restez dans votre boutique, vous restez chez vous et vous attendez les clients et vous économisez le coût d'acquisition client qui est une fortune, sauf quand vous avez des entreprises qui le font pour vous. D'accord ? Je continue. L'entreprise et la marque se servent de leurs actifs s'ils sont capables d'être des modèles. Nous avons chacun des modèles économiques intégrés, mais on ne le sait pas. Bénédicte, elle a un modèle économique intégré, c'est-à-dire qu'elle dirige le MoveJ et l'Institut du Mentorat, d'accord? Et en même temps, à côté de ça,
elle a des compétences, elle a une force de travail et peut-être une disponibilité, mais j'en doute. D'accord? C'est les passionnés qui veulent ça. Eh bien, aujourd'hui, on peut co-créer, on peut co-innover, on peut co-développer avec ces compétences-là. C'est-à-dire que demain, Bénédicte, elle peut peut-être prêter son savoir-faire à d'autres entreprises et créer son propre modèle économique. C'est tous les auto-entrepreneurs de la création, c'est tout le freelance, c'est tous les slashers qui sont en train de se développer. Est-ce que vos clients que vous accompagnez ont des compétences qui pourraient apporter un modèle économique? Je n'accompagne plus aucune start-up si elle ne fait pas 1 euro de chiffre d'affaires dès le premier mois. La start-up qui me dit je fais un médicament, je le comprends. Et encore, je dis va donner des cours. Sinon, on a un plan A qui dit je vais attendre 2 ans, la fin de mes droits chômage, et puis le milliard que je vais lever pour faire mon médicament, d'accord? Et puis le plan B, aujourd'hui il y en a un, c'est comment tu peux développer une mini-activité pour toi. Moi je suis un mauvais accompagnant parce que je suis un trouillard. Je suis un trouillard parce que j'ai vu trop d'échecs, j'ai vu trop de larmes, notamment dans les startups. Mais on les a tous vus, hein. On les a tous vus dans nos bureaux, hein. Et on se sent quelque part responsable. Et moi, j'en dors très très mal la nuit. Donc, je ne suis pas comme Vasquez, je crois, qui brûle ses bateaux. Je suis totalement contre ça. Surtout que, pour avoir vécu des petits incidents de santé, je sais très bien qu'il ne faut surtout pas mélanger le vital et le capital. Là, on est dans le capital. Le vital, c'est ma femme, c'est mes gamins, c'est mes chiens, c'est autre chose. D'accord? Dans le capital, quand on parle du capital, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit veiller à ce que quelqu'un développe une entreprise avec 2 plans. Un plan A dans lequel il met toutes ses forces et un plan B qui peut lui servir de filet de sécurité. Avoir un modèle économique associé de développement de compétences, notamment quand vous accompagnez des techniciens, des managers, des professions intellectuelles, etc., ça peut en être un. Je continue. Installation, technique, machine, équipement. D'accord? Ah, juste pour vous dire que Saleil, d'accord? Il a juste développé, un ERP pour boucherie et charcuterie. Parce que, oui, à force de développer la boucherie, il lui fallait tant de kilos pour faire une chipolata. Mais c'est réel, hein? Il a créé lui-même son propre outil informatique à travers un Excel, puis ensuite il a travaillé avec un développeur, etc. Aujourd'hui, si vous voulez un ERP pour gérer une boucherie, charcuterie, traiteur avec un camping intégré, vous allez le voir. Il est à la sortie de Villefort sur la route du Puy-en-Velay. C'est juste exceptionnel. D'accord? Voilà. Comment vous pouvez mutualiser et coproduire avec vos partenaires ou au service d'autres? Comment vos installations qui ne tournent qu'à moitié peuvent servir pour les autres? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui vous dit j'ai du mal, je ne fais pas mon chiffre, etc., allez fouiller dans ses actifs. Allez fouiller dans ses actifs humains. Il y a un modèle économique qui se cache. Allez fouiller dans ses installations, la prestation, la location de capacité, hébergement, coworking. Je m'en souviens, une entreprise à la sortie de Lunelviel qui fait de l'engrais, qui traversaient une passe difficile, automatiquement, ils ont loué un bureau. Malheureusement, ils avaient été obligés de licencier, mais ils ont ouvert des bureaux, ils se sont sauvés comme ça. D'accord? Donc on a un actif à un moment. Alors, attention, je n'ai pas la solution à tout, absolument pas, d'accord? Mais là aussi, on se pose la question. Marketing, marque, data, réseau, co-branding. Vous imaginez pour un petit consultant comme moi, faire un InnoRecord avec des gens comme vous, les CCI. C'est-à-dire que d'un coup, je suis arrivé avec un disque en disant c'est CCI France, avec Marie-Hélène, avec Guilhem, c'est CCI France. C'est avec eux que j'ai fait ça. On a fait du co-branding. Ils m'ont permis de faire du co-branding avec eux. Ça veut dire que vous avez un actif qui est votre marque. La marque Mouji, elle est reconnue, elle peut se balader n'importe où. On sait que, on est étudiant, je vais au Mouji. On est d'accord, Bénédicte? Ça veut dire que ce capital-là, peut-être que demain, une université peut s'en servir. C'est-à-dire que demain, une grande marque d'assurance ou de téléphonie qui veut viser les étudiants peut s'en servir. Vous avez un actif. Peut-être que ça ne va pas vous rapporter de l'argent, mais si ça pouvait vous rapporter des facilités pour entrer sur vos marchés, pour savoir. Ça, n'oubliez jamais ça. Votre marque est un actif. C'est pour ça qu'il faut construire des marques et pas seulement des entreprises. La distribution, un cheval de Troie, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous avez une situation sur un marché qui va permettre à quelqu'un d'en profiter. Challenge Me permet, ou je permets à Challenge Me de rentrer dans tous les lycées, et notamment aux États-Unis. Parce que maintenant, avec le dernier Startup lycée qu'on a fait à New York, on est en train de monter une belle fondation là-dessus. Il faut que je te voie d'ailleurs, Bénédicte, je suis absolument ravi, tu vois. On a utilisé Challenge Me pour permettre aux petits de mettre une vidéo, et tous les coachs du programme qui viennent pendant le week-end, ils ont challengé les petits en ligne, et quand les petits sont arrivés, leur projet était durci, et ils pouvaient accélérer, ils pouvaient aller sur autre chose. D'accord? Donc on lui permet d'être un cheval de Troie alors qu'on est tout petit. Dès que vous avez un pouvoir, mettez-le au service des autres.
Même si ça n'est pas rémunéré, on s'en fout. Mais on s'aide entre entrepreneurs. Et les startups l'ont parfaitement compris. Regardez les stratégies partenariales qu'il y a entre startups. Les bases de données, les fichiers clients. Là, c'est même pas besoin de le dire, mais on a un fichier client. Qui pouvez-vous aider avec ça? C'est un actif, c'est un modèle économique. Alors attention avec la RGPD, mais vous pourriez aussi trouver un accord, là aussi, de financement ou de partage ou de renforcement, d'accord, avec quelqu'un. Donc si je résume, avec ma super télécommande, mais j'ai dû... voilà. 1, le client façonne et dessine son modèle. C'est lui et personne d'autre parce qu'il a toujours raison. Entre guillemets, a toujours raison. 2, des modèles adaptés aux phases d'acquisition client. Vous décomposez quand on se dit, mais est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué, InnoRecord. C'est très compliqué. Pourtant, vous voyez, on l'a créé avec beaucoup de ferveur, etc. Mais voilà, un modèle économique, c'est pas parce que vous allez tomber dessus que vous allez l'utiliser. Quand vous le mettez en phase d'acquisition client, là, déjà, ça commence à porter quelque chose. Ensuite, pour attirer, agir, acheter, fidéliser, d'accord? Et puis transformer des actifs en modèles associés. Aujourd'hui, vous pouvez, vous, d'accord, sur votre modèle, construire le modèle de business de votre client. Et si ce modèle de business devenait votre propre modèle économique, je vous invite, je fais ma pub maintenant, hein. Voici InnoRecord. On l'a créé pour un programme qui s'appelle Mon centre-ville à incroyable commerce. On fait tourner des roues comme ça, sur 4 mètres de diamètre. Vous voyez, on lance la roue, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a plein de disques qui tournent et puis les commerçants et les apprentis commerçants qui sont là, ils doivent créer des entreprises. Par exemple, ici, ils doivent créer une entreprise avec la cible les influenceurs en utilisant du big data, l'outil marketing omnicanal, la tendance c'est l'esthétisme et le modèle économique c'est du yield management. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible de créer ça. On l'a fait pour le jour J de la région Occitanie, dans lequel il y avait 5000 lycéens qui étaient venus à l'Arena l'année dernière. En une après-midi, ils ont créé 36 startups avec un outil comme ça. Juste en cultivant, en développant leur créativité. Et vous aussi, vous devez vous dire en permanence, avec cet outil ou un autre, hein, d'accord, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux stimuler comme modèle économique. Et puis, il y a un nouvel outil qu'on lance, qui s'appelle la Business Room, et qui peut devenir votre Business Room. Imaginez une pièce qui fait 4 sur 4, qui est recouverte de posters, avec des post-it dans votre métaplan, et qui va vous permettre de faire rentrer vos clients, votre client et votre créateur d'entreprise dans une salle, et quand il sortira de là, il aura son modèle de business. Ça, vous le facturez. Et ça, vous le facturez. On en parle juste après, si vous voulez. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez tous vos modèles économiques ? C'est pas une question, c'est juste un commentaire pour dire tout l'intérêt de cette présentation. Je la trouve, même si je l'ai vue par petits bouts à un moment, hyper intéressante. Je pense qu'elle est basée aussi sur une chose, je ne sais pas si tu le dis à un moment, mais sans doute. Il faut que les acteurs, on va dire ça comme ça, entrepreneurs, changent aussi de paradigme. Moi, j'ai souvent rencontré dans mes activités chez BPI France, dans les différents métiers que j'ai fait au contact avec les entrepreneurs, des gens qui voulaient être propriétaires de quelque chose. Et surtout pas partageurs. Et à chaque fois, je leur disais une chose, vous avez le droit d'être propriétaire, mais quand vous prenez un dessert, est-ce que vous préférez avoir une petite tartelette ou une petite part d'un gros gâteau? Et je leur donnais jamais la réponse. Je disais, réfléchissez à cette question. Puis peut-être quand vous aurez trouvé la réponse, vous arrêterez peut-être de vouloir être propriétaire, mais vous commencerez à être partageur, et là, vous avancerez. C'est tout à fait. En plus, merci beaucoup de cette remarque, en plus avec une durée de vie des entreprises qui s'est considérablement réduite. Auparavant, on créait une entreprise pour 15 ans, maintenant, si on tient 5, c'est le bout du monde. Mais c'est bien, parce qu'au bout de 5 ans, on est racheté. Là aussi, quand vous accompagnez un entrepreneur, la question à lui poser, il y a 2 questions, c'est pourquoi c'est fou ? Si son idée n'est pas folle, c'est pas une idée. Et puis surtout, qui te rachète dans 5 ans? Alors là aussi, hein, c'est certainement, ok, manque d'ambition, trouillard, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'il faut qu'il vende dans 5 ans. Mais ça veut dire que le partenaire qui va identifier pour le racheter dans 5 ans, qu'il l'appelle tout de suite, là, s'il vous plaît, qu'il l'appelle tout de suite, quoi. On évitera des larmes, on évitera des crises, on évitera... Et puis en plus, on le voit avec Big Up for Startup notamment,
quand vous rapprochez des startups et des grands groupes et que vous leur permettez de discuter, de parler, d'échanger ensemble, ils s'aperçoivent que oui, voilà, on s'acculture, on s'acclimate et ça crée de très très belles choses. Regardez aujourd'hui les startups qui fleurissent, les startups qui explosent, c'est souvent des startups qui ont des gros partenaires. Alors, en permanence, on va nous sortir la startup qui est partie du garage américain et qui est arrivée, voilà, c'est Apple, d'accord? En permanence, on nous parle d'Apple. On ne nous parle pas des 9 999 999 autres entreprises qui ont réussi en s'associant. Donc, tu as tout à fait raison. Propriétaire, je ne sais pas, mais partenaire, c'est certain.